Donc, comme il est enregistré, on va reprendre des choses aussi de façon un petit peu large pour qu'il puisse être éventuellement suivi et écouté par les différents médecins aux différents stades où ils en sont dans l'expérimentation avec nous. Donc, c'est un projet qui est né du groupe de travail santé publique du Collège des médecins généralistes de l'URPS au tout début de ce nouveau mandat où on s'est posé la question de quel sujet de santé publique on aimerait traiter, qu'est-ce qui nous posait le plus de problèmes dans notre pratique quotidienne. Et tout de suite est remontée la question des avis de pédopsie. Et après, en discutant un petit peu, on s'est dit, mais c'est toute la psychiatrie en fait qui est compliquée parce qu'on a beaucoup de mal à obtenir des avis, à pouvoir orienter vers les confrères spécialistes. De là, il y a eu une discussion avec les confrères donc psychiatres de l'URPS et qui ont proposé d'organiser ce qu'on a appelé des télésupervisions, c'est-à-dire de pouvoir contacter, quand on a une difficulté en médecine générale, de pouvoir contacter via mon CISRA un confrère spécialiste qui serait réputé particulièrement compétent dans certains domaines et lui demander de pouvoir échanger, donc soit par mail, messagerie sécurisée simple si le problème n'était pas trop compliqué, ou ce qu'apportait réellement cette expérimentation, de pouvoir contacter, fixer un rendez-vous avec le confrère psychiatre pour pouvoir échanger par téléphone ou en visio de cas complexes pour nous, parce que la psychiatrie nous paraît être plus compliquée à aborder dans son ensemble, par exemple, qu'un avis de dermatologie où nous pouvons envoyer des photos, ce qu'on fait de façon régulière. Voilà, donc dans ce webinaire, on va reprendre aussi les principales raisons qui demandent aux généralistes, qui nécessitent pour le médecin généraliste un avis de confrère spécialisé. Après, le docteur Chapuis nous parlera, elle, de comment elle a vécu les demandes de télésupervision qu'elle a pu avoir. Le docteur Labasse, qui est psychiatre, nous donnera, elle, son vécu du côté psychiatre. Et après, on aimerait refaire un point ensemble parce qu'il y a en fait eu très peu de demandes alors qu'on s'attendait à ce qu'il y en ait beaucoup et on veut voir un petit peu ce qui est bloquant. Donc, on a quelques idées déjà qu'on a pu échanger entre nous. Pour les médecins qui ont répondu au questionnaire, on a pu avoir aussi quelques pistes et puis voir de façon spontanée vous ce qui peut poser problème. Et Samuel Pinto-Joulin nous fera également un rappel au niveau technique. Voilà, tout ça, on va le faire tenir au maximum jusqu'à 20h30. On va raccourcir les 10 minutes que j'ai fait perdre, j'en suis désolée. Voilà, donc au niveau du questionnaire que nous avions envoyé en début d'expérimentation, auquel vous avez dû, je pense, répondre, ce qui est revenu en premier lieu, donc c'est les difficultés en pédopsychiatrie. Ça, c'était pas une surprise vu que les demandes sont très compliquées, c'est saturé de partout, il y a très peu de pédopsychiatres en libéral. Et au niveau de la psychiatrie adulte, ce qui est ressorti en premier lieu, c'est des difficultés en addictologie. Pour les troubles bipolaires et les dépressions, c'est les deux points qui sont arrivés le plus souvent. Et c'est des demandes d'aide surtout au niveau thérapeutique. Diagnostic un peu, mais le premier point qui est arrivé, c'est la thérapeutique. Les difficultés arrivent quand on ne sait plus comment traiter nos patients. Voilà, les choses qui étaient importantes également dans le choix, parce qu'on pouvait, l'idée c'était de pouvoir contacter un psychiatre, pas forcément à côté de chez nous, mais un psychiatre qui puisse nous répondre. Effectivement, dans le questionnaire, c'est ce qui est arrivé en premier lieu. Dans les motifs de choix, c'était le délai de réponse, c'est-à-dire le psychiatre qui va pouvoir me répondre le plus vite possible dans la situation dans laquelle je suis en difficulté. Et dans le questionnaire de démarrage aussi, tous les confrères ont répondu qu'ils pensaient avoir besoin de la téléexpertise une à plusieurs fois par mois, ce qui n'a pas été le cas. Voilà, donc maintenant je vais te passer la parole, Daniel, pour que tu nous fasses le retour. Oui, moi, je vais vous faire un petit retour d'expérience pour vous montrer un petit peu le déroulé de comment ça s'est passé. Donc moi, je suis médecin généraliste en Haute-Savoie, à côté d'Annemasse. En juin de l'année dernière, j'ai vu un de mes patients de 88 ans qui avait un syndrome anxio-dépressif sévère, veuve depuis 6 mois. J'avais mis en place des antidépresseurs, mais malgré tout, il persistait de lourds symptômes. Et du coup, je me suis demandé que faire. J'avais besoin d'un avis gérontopsychiatre, mais du coup, dans mon territoire, c'était impossible d'en avoir un. Et donc, avec l'accord du patient, j'ai demandé une téléexpertise en gérontopsychiatrie. Et donc, j'ai demandé une téléexpertise au docteur Jourousse, qui est à Lyon. Donc, je lui ai mis un petit texte où j'ai expliqué les symptômes du patient, le contexte, mes problématiques. Et ensuite, il a convenu, je lui avais mis mon numéro de téléphone. Et suite à ça, on a convenu d'un rendez-vous téléphonique qui a duré 5-10 minutes où on a pu parler du patient, il m'a posé des questions. Voilà, ça a permis d'approfondir en fait
sa connaissance de la problématique. Et donc, il m'a conseillé par la suite une thérapeutique et également une attitude à avoir face au deuil et ce que rencontrait le patient. Et donc, ensuite, il m'a envoyé un petit résumé de sa télexpertise que j'ai pu copier-coller dans le dossier du patient. Ensuite, j'ai essayé de coder RQD. Donc, j'ai eu un peu de mal, mais finalement, le problème s'est résolu. Puis, j'ai revu le patient. Et donc, j'ai pu mettre en place une nouvelle thérapeutique. Et c'est surtout, j'ai amélioré ma psychothérapie de soutien. J'avais plus confiance dans ce que je disais. On a pu aborder ce que représentait le deuil pour lui, ce qu'impliquait la solitude aussi et ce qu'il vivait. Et du coup, je pense que ça a amélioré la relation que j'avais avec lui et il s'est senti plus soutenu et j'ai eu l'impression que ça allait mieux. Donc, en fait, ça m'a permis en fait, de monter en compétence parce que finalement, cette téléexpertise, cette supervision, c'est moi qui continue à suivre le patient. Donc ça m'a permis de mieux gérer cette situation et d'améliorer la prise en charge du patient. La particularité de la téléexpertise, en fait, c'est ce qu'on veut montrer par cette expérimentation, c'est qu'elle est plus longue. C'est plus complexe que justement un ECG lu par le cardio ou une photo lue par la dermato. Et donc, on aimerait, par la suite, obtenir une revalorisation de cette téléexpertise. Voilà. Donc oui, comme tu l'as dit, Daniel, l'idée, c'était pas du tout d'orienter les patients vers les confrères psychiatres. C'est vraiment un échange entre médecins généralistes et médecins psychiatres pour améliorer la prise en charge du patient. Voilà. Et puis les cotations dont tu as parlé aussi, qu'on aimerait effectivement, éventuellement à terme, à long terme, peut-être faire réévaluer pour montrer que ça a réellement un apport pour le patient, pour le médecin et que ça prend plus de temps qu'un échange simple, effectivement, de CG ou de photos. C'est trop tard. La convention est signée. Oui, mais dans 5 ans, on sera encore là. On aura peut-être bien encore la même problématique. L'article 51, il y a des dérogations possibles. Enfin, voilà. Il y a des avenants à la convention. Oui, ouais. Voilà. On peut faire évoluer les choses avant 5 ans. Bonjour, je suis Stéphanie Quintin, je suis pédopsychiatre. Michel m'a entraînée dans l'histoire. Et en fait, je voulais vous dire, avec Michel, on était allé en novembre dernier à une journée Avenir Spé à l'URPS et on a un peu défendu le truc, la revalorisation nécessaire de la téléexpertise devant Marguerite Cazeneuve carrément. Et elle avait acquiescé, mais on avait même 50 €, on avait été un peu, voilà. Et c'est vrai qu'on a été un peu déçus avec Michel de ne pas être entendu. On avait vraiment défendu le truc, on avait monopolisé au moins 5 et 10 minutes, vraiment, voilà. On avait eu un échange, nous, avec la CRAM au niveau régional pour leur parler de la téléexpertise, aussi de notre projet, notre expérimentation. Ils s'étaient montrés intéressés aussi. Mais après, pour qu'on puisse porter le projet un petit peu haut et fort, il faut qu'il y ait plus, qu'on ait plus d'expérimentation au sein de notre groupe, qu'il y ait déjà des échanges, qu'on se rende compte des points de blocage, des points d'apport, pour qu'on puisse après prouver que c'est vraiment un dispositif intéressant. On est clairement d'accord qu'à part un soutien qui est vraiment intéressant pour vous, la rémunération est tellement microscopique que c'est vraiment un cache-sexe, quoi. Docteur Labasse, vous prenez la parole? Oui, bien sûr. Mais du coup, moi aussi de mon côté, déjà merci d'avoir fait vous êtes battu pour la revalorisation, parce que c'est vrai que notamment du côté des médecins généralistes, ça m'énerve que ce ne soit pas la même chose. Alors moi, de mon côté, la téléconsulte, ça s'est très très bien passé. J'ai trouvé que du côté des médecins généralistes, il y avait toujours des questions qui étaient très, très pertinentes, avec des prises en charge au niveau thérapeutique que je trouvais très bonnes, avec des recommandations qui étaient suivies. Juste des choses un petit peu plus pointues en fait qu'il fallait appuyer. Donc finalement, ça prenait pas tant de temps. Et puis il pouvait y avoir en effet un aspect psychothérapeutique à développer, avec des idées un peu. En fait, c'est plus conforter les médecins généralistes dans ce qu'ils ont déjà commencé à faire, parce que souvent, c'est quand même assez bien commencé. C'est juste que voilà, ils n'ont peut-être pas eu non plus des billes psychothérapeutiques ou le temps de développer ça dans leur stage.
par des supervisions et tout, parce que nous, on en a quand même, on a un peu plus accès, on est un peu plus amené à en faire. Il y a de rares fois où j'ai pu voir le patient, mais ça, c'était vraiment, voilà. Et des fois aussi où le docteur Kiada, notamment, qui m'avait parlé d'un patient, je trouvais ça très, très compliqué comme cas, où je me suis dit que là, en fait, il fallait absolument qu'on soit là parce que c'était aussi des problématiques de soins. On frôlait voilà, le CMP, la précarité. Enfin, il y avait des trucs qui étaient quand même très, très compliqués, quoi. Et aussi liés au fait de l'appauvrissement des soins sur le territoire. Donc, moi, j'ai adoré j'ai pas trouvé ça difficile du tout à intégrer dans mon emploi du temps. Ce qui était difficile, c'est de trouver un moment en commun. Mais le médecin généraliste, toujours très sympa, on rigole et ça ne dure pas très longtemps. Ça peut des fois être un peu plus long quand il y a des questions psychothérapeutiques, mais voilà, c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir. Voilà. Au niveau de la durée, vous savez à peu près combien de temps ça vous a pris à chaque fois? Moi, je suis plus psychothérapie que traitement. Donc, le traitement, c'est pas trop compliqué d'y répondre, mais je sais pas, entre 10 minutes et 20 minutes. Peut-être plus des fois, un tout petit peu plus. J'aime bien parler. Mais à chaque fois que le médecin généraliste nous pose une question, ça vient répondre à un truc qui se pose lui dans sa vie, en fait. Et c'est ça qui est génial. Donc, dès qu'il l'a vu, hop, ça débloque un truc et puis ça débloque pour toujours, je pense. Avec un échange qu'on avait eu avec vous la dernière fois, vous trouviez que c'était aussi une autre façon d'exercer la psychiatrie, que vous trouviez ça, il me semble que vous aviez dit ça, je le résume, ça ne saute pas tout à fait vos mots, mais que vous trouviez ça intéressant aussi de pouvoir nous faire monter, nous, en compétences, quoi. Ah, complètement. Pour le coup, en fait, vous en faites énormément de psychothérapie pour avoir discuté avec une copine qui est médecin généraliste à Grenoble, qui me dit on a aussi beaucoup de patients qui ont très très peur d'aller voir les médecins généralistes, d'aller voir les psychiatres, pardon, et qui du coup on se retrouve avec des cas assez compliqués, assez avancés dans la maladie. Donc du coup, il faut absolument qu'on vous apprenne, hein. Et pour le coup, ça c'est déjà nous, entre nous, on fait tout le temps ça. Moi, je suis en supervision depuis 5 ans, une fois par mois, donc sans ça, je ne connaîtrais pas le cas. Donc en retour, ça me paraît normal qu'on vous apprenne et qu'on vous explique quelques billes, des techniques d'entretien, des déblocages, comment on traite un inceste, comment on traite un deuil, comment on traite une séparation, comment on traite un trouble borderline, enfin voilà, si on connaît des choses, c'est chouette de vous les donner. Puis vous, ça vous allège en entretien en fait. Ça vous permet d'avoir pour le prochain entretien un petit objectif, d'essayer des choses parce qu'en fait, c'est technique. La psychothérapie, c'est hyper technique. C'est pas il y a des outils quand même qui peuvent vraiment aider à débloquer des choses et quand on ne nous les apprend pas, c'est pas évident. Vous voulez rajouter quelque chose ou non, c'est bon? Je crois que c'est bon. Après, s'il y a des questions, je peux répondre, mais il me semble qu'il n'y a rien qui me vient. Ok. Merci beaucoup. Donc après, oui, on trouvait que les médecins, on trouve que les médecins qui ont participé, qui ont essayé la télésupervision ont été plutôt satisfaits. Donc on est allé demander pourquoi ça n'avait pas pris plus d'ampleur. Donc quelques-uns ont répondu au questionnaire. Il y a eu quelques échanges aussi directs. On a eu quelques retours directs. Donc les éléments qui sont remontés, c'est une complexité de la procédure sur mon CISRA. On s'y perd encore un petit peu, donc on échangeait encore oralement tout à l'heure avec Daniel Chapuis sur la question, peut-être prévoir de refaire quelque chose de très simple, très concret pour que les médecins s'y retrouvent très vite pour faire la demande de télésupervision. Il y a eu aussi au début de l'expérimentation le manque de pédopsychiatres. Il n'y avait pas de pédopsychiatre au début dans l'expérimentation. Et voilà, ça, je pense qu'on va trouver un début de réponse, une réponse à ça. On vous remercie d'y participer, de participer avec nous. Et puis, certains ont fait remonter aussi le fait de ne pas connaître les expérimentateurs. Alors, je pense qu'il y a deux versants là-dedans.
le fait de ne pas les retrouver sur mon CISRA déjà, parce qu'on a du mal des fois à retrouver qui est dans l'expérimentation avec nous, et puis je pense de ne pas les connaître tout court, parce que c'est vrai que des fois on aime bien envoyer nos patients vers des gens qu'on connaît un petit peu, quoi, sans forcément que ce soit des gens très proches, mais on sait vers qui on envoie. Là, certains trouvent que c'est une démarche différente, mais dans la mesure où ce n'est pas une démarche où on envoie le patient, mais une démarche entre confrères, voilà. Mais je pense qu'il y a des choses voilà, qu'il fallait rappeler sur le principe de cette expérimentation. Voilà, donc on fait peut-être maintenant le rappel de procédure, Monsieur Pinto-Joula, de comment on procède pour demander une télésupervision. Et puis après, on échangera, vous, si vous pouvez nous faire des retours aussi de ce qui a été difficile pour vous ou de ce qui, au contraire, vous a plu, pour qu'on puisse continuer à faire ça. Ça marche. Je vais partager mon écran. Vous me dites si c'est bon pour vous. Normalement, c'est parti là. Ouais. Alors en fait, pour resituer, au départ, on était parti d'un autre démarrage, si vous voulez. On partait d'un annuaire et puis on cherchait nos professionnels par spécialité, etc. On s'est rendu compte que peut-être que le plus simple finalement, c'était de partir directement de mon CISRA, de demander une expertise, de rechercher nos expérimentateurs assez facilement dans mon CISRA et de formuler la demande directement. Donc ça, c'est un peu dans une optique de simplifier la demande. Donc là, en fait, bon, je pense que vous connaissez tous l'interface. Dans mon CISRA, vous avez votre messagerie, votre boîte avec voilà, tous vos mails sécurisés qui transitent. Et dès lors que je veux solliciter un médecin en expertise, je vais afficher le petit menu là, de conversation, enfin d'envoi, qui me permet plusieurs choses. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'expertise. On a choisi de simplifier le recours aux experts, c'est-à-dire que déjà, quand il y a ce bouton-là, vous allez avoir un filtre qui va se mettre sur que les experts déclarés. Donc déjà, on n'a que des experts dans cette fenêtre. Donc je vais montrer cette fenêtre dans un premier temps. Alors je précise quand même que là, je vous montre la version sur le navigateur Internet qui est un petit peu plus à jour que l'application pour celles et ceux qui utilisent l'application Mon CISRA. Il y a un petit delta entre les deux. Mais la finalité, c'est que ça ressemblera à cet univers-là, c'est-à-dire plus simplifié, MS Santé, Mon Espace Santé, etc. Bon, ça, c'est la petite parenthèse. Donc, dans mon CISRA, démarrer une expertise. On est dans le cadre expertise, donc télésupervision, téléexpertise. Donc, quand on fait ça, on va chercher justement l'expert en question. Là, ce qu'on a voulu faire, c'est simplifier encore plus la recherche de l'expert, parce que quand je cherche un expert ici, je vais chercher par spécialité, par nom, prénom, par domaine, etc. Ce qu'on a mis ici, c'est télésupervision. En fait, je mets le mot-clé télésupervision et je suis sûr d'avoir uniquement les médecins expérimentateurs qui sont avec nous. Et donc, ça nous facilite un peu. On se dit, bon, bah, le mot-clé, c'est télésupervision et on trouve tous nos médecins, parmi lesquels aujourd'hui, on a le docteur Quintin, docteur Labasse notamment. Sachant que les deux pédopsychiatres qui nous ont rejoints récemment, là, c'est donc le docteur Quintin et le docteur Perrault qui s'excuse de ne pas avoir pu être là ce soir, mais qui fait partie aussi du dispositif. Donc vous voyez la recherche, mots-clés télésupervision, et je trouve les 6 experts, on va dire pour l'instant, qui sont partis sur le projet là. Alors sur l'application, le petit module d'application, ça marche pas ça. Mot-clé télésupervision, je le note et ça marque aucun résultat dans l'annuaire. Ok, je réessaye de mon côté. Plus voilà. Demander une expertise. Ça me permet de voir les deux. Là, je lance la recherche. Latence. Alors ça, c'est peut-être parce que je suis en partage de connexion, vu que je suis en mobilité, c'est possible. Peut-être plutôt de mon côté, là, pas de mon CISRA. Et donc, télésupervision, hop. Ah, j'ai pas ça, moi, comme interface. Ouais. Alors, il faudrait voir avec vous, docteur Chaumont, mais a priori, on est sur quelque chose j'ai pas de ça. similaire, ouais. Ok. Bon. On pourra voir ensemble si vous voulez par la suite. Ouais, une mise à jour peut-être. Okay. Il y a des chances, ouais. Donc, au niveau de la sollicitation, l'idée, c'est mots-clés télésupervision, je trouve les experts. Une fois que j'ai trouvé l'expert, donc comme je disais, docteur Quintin et docteur Perrault pour la pédopsychiatrie, et puis les 4 autres médecins psychiatres identifiés ici, dont le docteur Labasse, tiens, je vais prendre docteur Labasse par exemple. Voilà, j'ai ce petit message de descriptif là qui mentionne en fait le périmètre de l'expérimentation.
et je demande une expertise. Donc là, ça va assez vite. Éventuellement, ce que j'ai pas fait là, c'est de rajouter la personne en question à mes favoris. Comme ça, je la retrouve plus vite lors de mes prochains échanges. Et ça me permet même de m'éviter tout ce qui est recherche, etc. En fait, je la mets dans mes favoris et après, je clique directement sur le docteur en question pour lui demander une expertise. Ça peut être plus pratique. Le côté pratique de rajouter là en favori. Et sinon, c'est demander une expertise. Bon, au niveau de la recherche, l'idée, c'est qu'on demande une expertise pour un patient en particulier. Donc là, je recherche sur cette ligne le patient en question. Donc, je vais chercher ici par nom, prénom, date de naissance. Donc, par exemple, moi, je cherche un patient ici qu'on a chez nous, un patient fictif. Hop, je lance la recherche. Bon, bah, elle est déjà là. C'est notre patiente, la vie est belle. Voilà, je lance la recherche. Elle est ici. On nous demande son NIR, donc son numéro de sécurité sociale. Donc, que je peux renseigner ici par la suite. Alors là, ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas pris de NIR. Je vais prendre un NIR fictif là. Tac, tac. Et ça, c'est pareil, on peut pas, ça nous fait l'annuaire France entière. Et ça prend du temps, c'est chiant. Il y a des homonymes et on peut pas avoir un filtre qui permet de restreindre au département, à la région. Vous voulez dire quand vous recherchez un expert? Sur l'annuaire des professionnels ou l'annuaire des patients? Sur l'annuaire des patients, non. Sur l'annuaire des professionnels, oui, il y a le filtre géographique. Donc, je ne l'ai pas montré ici, je suis passé vite, mais dans la deuxième zone de recherche, on peut préciser le département, la ville. D'accord. Mais pour les patients, ça pourrait être mis en place, ça? C'est pas pensé parce que la recherche, elle se veut juste sur la région. Mais après, effectivement, et pour préciser la zone, non, ça, il n'y a pas de. Parce Y qu'en fait, a on a pas de des précision. homonymes et à chaque fois on stresse, on se dit zut, on va sélectionner le mauvais patient. Ah, bah, c'est pour ça que, ouais, au niveau de la recherche, ce qui peut être pratique, c'est aussi de préciser 010188 Hmm. 1980, pardon, 88. Et là, je suis sûr d'avoir qu'une seule identité parce que justement, j'ai bien fait ma recherche en rajoutant ça. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais nom, prénom, plus date de naissance, on est sûr d'avoir un résultat des résultats des plus pertinents Ok. et donc d'éviter le risque d'homonymie, effectivement, que vous évoquez. Donc, à ce format-là, la date, par contre, hein, jour, mois, année, avec les slash, pour tomber Ok. sur. Et pour le filtre des experts, c'est pareil, un filtre géographique, là, en l'occurrence, qu'on peut rajouter. Bon, là, j'ai rajouté un NIR fictif que j'ai pioché sur. Voilà. Donc, il vous donne une petite correspondance. Enfin, il vous donne les premiers éléments de vérification, hein, les premiers traits d'identité très stricts. Hein. Donc, naissance, sexe et département de naissance. Le numéro de facturation, il va être pratique aussi pour un professionnel, donc avec un exercice libéral, ça va être le numéro ADELI finalement, qui est déjà pré-renseigné pour pas mal d'entre vous. J'avais fait ce travail-là de rechercher un petit peu ce que j'avais vu. J'en avais sollicité beaucoup aussi pour pour recueillir les numéros ADELI pour pouvoir les injecter, si vous voulez, dans mon CISRA. Mais le mieux, ça reste quand même le professionnel qui dit, moi, mon numéro de facturation, c'est mon numéro ADELI, parce que je suis libéral, et donc je le renseigne ici. Et ça aide notamment pour le volet facturation par la suite. Parce que c'est des choses qui sont demandées par les logiciels de facturation pour dire quel est votre prescripteur, numéro ADELI, et donc ça permet de valider, de passer à la suite. Voilà. Donc numéro ADELI à renseigner ici. Et puis, eh bien, les prérequis, donc là, c'est du texte libre. Ça dépend un petit peu du professionnel expert. Mais bon, là, vous voyez, prérequis expert, docteur Labasse, elle demande, vous demandez le NIR. Bon, vu qu'on le saisit déjà ici en obligatoire, on pourrait peut-être éventuellement l'enlever. Par contre, ce qui est pratique, effectivement, c'est ce qu'on connaît là, ce que j'ai vu avec plusieurs d'entre vous. C'est les codes qui sont demandés dans les logiciels de facturation pour pouvoir coter en expertise. Donc ça, c'est des éléments qu'on peut rajouter ici. Et à partir de ce moment-là, j'ai tous les éléments. Donc je peux démarrer mon expertise. Et là, j'ai le fameux chat hein, qu'on encense souvent dans mon CISRA qui permet justement de rédiger votre demande. Comme le disait Dr Chapuis tout à l'heure, je rédige ma demande, le contexte, les éléments propres au patient. Je peux éventuellement ajouter des pièces jointes, des comptes rendus. Voilà, ça c'est au choix. Et à partir du moment où j'ai rédigé mon message, je peux l'envoyer. Et donc, ça me démarre un échange avec le docteur à la base, en l'occurrence.
et donc ça démarre en expertise. Ce qui va être pratique justement, c'est de pouvoir échanger dans ce même cadre, de pouvoir aussi faire de la vidéo, comme on disait tout à l'heure. Ça, c'est le petit plus. Si jamais on veut échanger par visio avec le médecin demandeur et puis psychiatre, eh bien, on peut le faire par ce canal-là. Ça nous fait une vidéo sécurisée via mon CISRA, en mobilité, sur téléphone, sur l'ordinateur. Ça peut être pratique aussi. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, je ne l'ai pas de ce côté-là, mais typiquement, le docteur Labas, en sa qualité de médecin expert, eh bien, dès lors que je vais lancer la demande, elle aura un petit bouton en plus qui lui permettra de finaliser l'expertise. Et c'est ce que disait le docteur Chapuis tout à l'heure. C'est ensuite, cette finalisation, elle donne lieu à un document récapitulatif qui fait office de compte-rendu de l'expertise. Il reste dans cet échange-là. Et donc, il peut être, comme vous le disiez, rajouté ensuite dans le dossier du patient ou même téléchargé et inclus dans le dossier du patient. Voilà, ça vous permet d'avoir le document récapitulatif de l'échange entre les deux professionnels au même endroit, ainsi que les éléments propres à l'expert, donc éléments de facturation. Il y a aussi le NIR du patient, voilà, côté pratique de tout retrouver au même endroit, dans un même échange. Voilà pour la sollicitation, le côté un peu technique, enfin, on va dire process, quoi. Je ne sais pas si vous avez des questions, si c'était clair pour tous. Comment on sait les domaines de compétences des psychiatres? Justement, ça c'est vrai que ça passait par l'annuaire avant, c'est-à-dire je recherche par l'annuaire et je vais voir justement dans cet annuaire-là quels sont les domaines d'expertise du professionnel. Donc c'est soit effectivement on peut se baser sur l'annuaire dans un premier temps, qui est accessible aussi depuis mon CISRA. Je reprécise quand même, mais depuis l'annuaire de mon CISRA, vous avez donc ma messagerie et mon portail. C'est dans le portail justement qu'on a notamment accès à plusieurs modules, dont l'annuaire. Et dans Et il cet n'y aurait pas annuaire-là, moyen de l'avoir directement, parce que du coup, là, on retrouve les experts, ce qui nous posait problème. Effectivement, comme le fait remarquer Daniel, on n'a plus les domaines, on va dire, de mission. C'est un peu dommage parce que, par exemple, ouais, pardon, je te. On ne sait pas qui est pédopsychiatre, par exemple, là, de façon. C'est pas noté. C'est oui, noté vrai pour qu'on le docteur. Il y a un des deux médecins, le docteur Quetin, qui a précisé. Si on clique sur si on l'a choisi, c'est noté que c'est de la pédopsie. Mais par contre, le deuxième pédopsie, c'est pas précisé. C'est vrai que ça, c'est. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est le rajouter. Ça, c'est un petit texte qui peut être précisé. Le docteur Perrault, par exemple, effectivement, il y a avis pédopsychiatrique. Donc, pour le docteur Quintin, il me semble qu'on a mis un message, on a mis le message type URPS, mais on peut tout à fait rajouter. C'est pas grave. On peut tout à fait rajouter la mention par médecin psychiatre en disant, bah écoutez, moi c'est plutôt sur le domaine pédopsychiatrique comme l'a fait. Parce qu'en fait, juste pour repréciser, le docteur Perrault, elle était déjà déclarée experte dans mon CISRA. Elle utilisait déjà l'outil pour rendre des avis d'expertise et elle avait déjà ce petit paramètre-là. Moi, ce que j'ai fait avec elle en direct, c'est de rajouter juste la petite mention URPS parce qu'on est dans ce cadre expérimentatif. Donc voilà, juste pour la précision, elle avait déjà ces petits paramètres explicatifs. Donc à la limite, on peut faire de même pour le docteur Quintin. Ça, à la limite, docteur Quintin, si vous êtes OK, on peut revoir ça ensemble. Pour les autres aussi, par exemple, le docteur Jury, oui, c'est ça. plus en gérontopsie. Exactement. En fait, là, ce qu'on peut se dire, c'est que peut-être qu'on peut raccourcir un petit peu ce texte ou peut-être le synthétiser, voilà, et se concentrer plutôt sur les domaines d'expertise du professionnel pour peut-être avoir quelque chose de plus on ne peut pas le rajouter facile. nous, en fait. C'est à vous de le faire. Ah non, si, ça, vous pouvez le rajouter dans vos paramètres de professionnel. En fait, quand vous êtes dans mon CISRA, vous avez le petit volet expertise, le petit bouton jaune là. Là-dedans, en fait, vous avez la possibilité de gérer vos préférences. Et vos préférences, en fait, c'est ça. C'est votre descriptif d'expert, c'est vos prérequis demandés, c'est les messages que je montrais tout à l'heure quand j'essayais de vous solliciter. En fait, c'est ce qui est déjà paramétré, que vous pouvez modifier à loisir depuis votre compte Mon CISRA. Et donc là, typiquement, oui, vous pourriez rajouter, peut-être enlever un petit peu des éléments expérimentation et puis rajouter les domaines d'expertise. Comme ça, ce serait plus clair pour le médecin qui sollicite. Ça ne peut pas apparaître directement. Par exemple, c'est marqué docteur Nejma Labas, psychiatrie.
Et ça ne peut pas apparaître directement, j'en sais rien, entre parenthèses ou à côté, dépression, trouble bipolaire, schizophrénie, je sais plus, voilà. C'est compliqué, ça, techniquement. Ouais, non, ça, je pense pas que. Non, ça, on ne saurait pas faire. Il faut le mettre ici. Il faut le mettre dans mon descriptif d'expert, parce qu'en fait, c'est un texte qui vous est proposé dans votre profil qui vous permet de le définir. Mais effectivement, la petite parenthèse à côté. Non, c'est pour gagner en visibilité, mais si c'est pas possible. Ouais, je comprends. Puis vous voyez même la catégorie professionnelle. On n'a pas le distinguo en fait entre psychiatre et pédopsychiatre. On n'a pas la catégorie informatique, on va dire pédopsychiatre, en opposition, si j'ose dire, à psychiatre. Donc le mieux, ce serait de le préciser finalement dans ce petit descriptif, voilà, de quelques lignes là. Un peu à l'instar du docteur Perrault finalement ici. Ouais. Vous voyez, au début, le docteur Perrault, elle avait précisé plutôt sur les patients Haute-Savoie et dans une moindre mesure dans l'Ain. Donc voilà, on avait voulu rajouter quand même le paramètre expérimentatif pour ouvrir un petit peu plus sur notre projet là en cours. Mais donc ça, ouais, je répète, c'est des choses que vous pouvez modifier dans votre profil là sur notre expertise. Pardon, je vous ai coupé. Non, il n'y a pas de... Non, mais au niveau de la procédure, je pense que c'est un point quand même de difficulté, et que c'est vrai que plus on la simplifie, plus on a de chances que les confrères s'y retrouvent très vite et très facilement. Et puis après, on en parlait en aparté cet après-midi avec Daniel, peut-être faire un mémo, un truc... un flyer. Un flyer, un truc facile où on s'y retrouve. Avec la procédure. Avec la procédure, ouais, avec le mot-clé télésupervision. Avec le mot-clé, voilà. C'est pour ça qu'en fait, vous vous souvenez, au début, on partait de l'annuaire, puis on devait rechercher par spécialité, etc. Ça faisait un peu fastidieux. Bon, c'était pratique parce qu'il y avait un annuaire, on pouvait filtrer, mais finalement, il fallait passer par là, faire sa recherche, ça prenait du temps. Alors que là, dans mon CISRA, on met télésupervision. Si chaque psychiatre joue le jeu de préciser ses domaines d'expertise, en fait, je mets télésupervision, je les ai tous sous le coude. Et après, j'ouvre et je regarde les domaines et je me dis, ah bah là, c'est plutôt là qu'il faut que j'aille. Et je demande mon expertise. Je me dis que dans le process, c'est plus simple. Ouais. Ah oui, c'est bien mieux. Puis on trouve directement les psychiatres qui font partie de l'expérimentation. Bah, ce mot-clé, j'avoue que c'est pratique de l'avoir rajouté. Ouais. Et ça, il faut qu'on le communique à tout le monde. Donc télésupervision, sans accent, avec accent, les deux marchent. Je précise parce qu'en informatique, on n'aime pas trop les accents. Mais là, les deux marchent. Enfin, les deux fonctionnent, il n'y a pas de souci. Donc, et vous êtes sûr de tomber sur les 6 psychiatres engagés à l'heure actuelle sur le projet là. Voilà. Très bien. Okay. Ouais. Peut-être de rajouter, dans les commentaires que important de mettre le numéro de téléphone, que le médecin généraliste mette bien le numéro de téléphone, non? Alors ça, docteur Chapuis, ça peut être mis dans les prérequis. Je vais vous montrer quand même parce que c'est pour que ce soit plus clair pour vous. Moi, je suis expert, je suis psychiatre expert. Je vais dans la télexpertise, je vais gérer mes préférences. Et donc, quand je vais là-dessus, il me met sur mon navigateur Internet. Je suis expert, donc vous avez cet aspect-là, quoi. Et en gros, le descriptif, c'est ce qu'on voit s'afficher sur ce que je vous ai montré. C'est là qu'il faut mettre domaine, gérontopsie, etc. Ça, c'est affiché dans le petit texte. Et l'autre petit texte, c'est celui qui est affiché quand je commence à discuter avec vous. Et donc là-dedans, on peut dire, justement, merci d'indiquer numéro de téléphone. Et puis là, après, c'est ouvert, quoi. Enfin, vous pouvez préciser ce que vous voulez, c'est du texte libre. Donc vous pouvez le rajouter, médecins psychiatres, en l'occurrence, peuvent préciser les éléments dans ce petit encart, là, à la limite. Pour laisser la place dans le descriptif à vraiment les champs de compétences du médecin psychiatre, enfin ses spécialités en tout cas. Ce que vous en pensez? Ouais, ça vous conviendrait comme ça? Oui, comme ça, on se dit description de l'activité, gérontopsie, addicto, pédopsychiatrie, et puis prérequis, numéro de téléphone, NIR du patient éventuellement, les codes, caisse, gestion, etc. pour tout ce qui est cotation. Je me dis comme ça, on distingue bien les deux. C'est peut-être pas plus mal. Oui, très bien. Et s'il y a d'autres confrères psychiatres qui arrivent dans l'expérimentation, vous pourrez de toute façon les accompagner pour tout ça. Comme ça a été le cas. Oui, tout à fait. C'est un peu ce que j'ai fait avec le docteur Quintin et le docteur Perrault, justement. On avait mis ça un peu à jour ensemble
Donc, en plus, elle m'avait répondu toutes les deux super vite. D'ailleurs, je les remercie, surtout le docteur Quintin qui est présent. Mais ça m'a permis de le faire directement et en fait de balayer un petit peu les possibilités de l'outil, quoi. Donc, oui, ça, je peux accompagner au fur et à mesure où on inclut. Moi, je prends contact avec le professionnel en question et puis on fait ça en une demi-heure, 1 heure. C'est vraiment 1 heure, c'est vraiment si on prend le temps, mais une demi-heure, ça suffit, quoi. Ouais. On a combien de médecins généralistes dans l'expérimentation, Anne? Les derniers chiffres, Mme Mauchon qui les a, c'est un peu plus c'est entre 30 et 40, il me semble, de mémoire, et psychiatre D'accord. 6. Inscrits, il y en a une quarantaine. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Après, bon, il y a des gens qui ont dit oui au début de l'expérimentation et qui n'ont pas pu suivre aucun webinaire, donc je pense qu'ils s'éloignent un petit peu. Mais je voulais d'ailleurs rebondir là-dessus. On se posait la question et on souhaiterait augmenter le nombre d'expérimentateurs. Donc, pour l'instant, ça s'est fait beaucoup au bouche à oreille, par connaissance, par échange, par différentes rencontres. Du côté des psychiatres, est-ce que vous pensez à d'autres confrères, consoeurs qui seraient intéressés pour rentrer dans l'expérimentation? Moi, j'avais donné, je crois, le nom du docteur Romé Léonard. J'avais reçu un mail et j'avais redonné son numéro de téléphone. C'est mon interne qui vient de terminer, là, qui était docteur junior avec nous en stage et qui a terminé, qui est super fort. Super fort. Ça serait bien. Ouais. Il me semble qu'on en avait parlé la dernière fois, non? Il est hyper pédagogue, il donne déjà des cours et tout. Donc, il y avait son numéro qui avait été donné par mail. Vous pouvez me renvoyer un mail. Moi, c'est Dominique Mochon, vous pouvez me renvoyer un mail avec ses coordonnées. Je les ferai suivre à monsieur Samuel. Comme ça, il pourra prendre contact avec lui au cas où pour les techniques. Oui, c'est ça, pour paramétrer, etc., pour sensibiliser un peu à l'outil, comment il fonctionne. Je pourrais voir ça avec lui directement, ouais, pas de souci. Moi, il faut que je parle un petit peu avec 2-3 personnes que je connais qui pourraient peut-être être un petit peu intéressées, notamment en pédopsie, effectivement. Et quels pourraient être, à votre avis, les facteurs limitants qui feraient qu'ils ne viendraient pas? C'est le temps, c'est l'argent, c'est… Au début, on s'était dit avec ma collègue que ça prendrait beaucoup de temps, alors que non, en fait. Oui, je pense qu'il y a ces facteurs limitants, effectivement, et puis aussi la connaissance des projets, en fait. Je pense qu'il faut être il faut un peu séduire les gens. Et puis, je pense qu'il y a peut-être aussi une non-mobilisation. Je pense que c'est vrai qu'en psychiatrie, vous disiez à la base que les supervisions, on a plein de choses. Enfin, je veux dire, il faut aller à des colloques aussi, il faut suivre des trucs. Et c'est vrai que ça avait déjà beaucoup. Je pense qu'il faut juste qu'ils soient un petit peu plus, qu'ils soient mobilisés, qu'ils aient envie de rentrer dans… Oui, il y en a qui ont envie d'expliquer, il y en a qui ont envie de transmettre, qui aiment bien ça, et d'autres avec qui ne sont pas très à l'aise aussi, peut-être avec cette question, où ils ne sont pas légitimes de le faire. Et peut-être un petit peu un repoussoir pour certains. Voilà. Mais après, j'en parlais toujours avec une copine qui est rentrée au CPTS et qui fait pas mal de choses. Et en fait, elle s'est laissée un peu… Au départ, elle n'était pas très très partante, et puis finalement elle fait tellement d'un projet à l'autre, etc., que c'était vraiment séduisant et que ça la changeait. Et en fait, je pense qu'il faut arriver à leur vendre l'idée que ça les fait sortir un petit peu de leur pratique habituelle, quoi. Après, moi je dis ça, personne ne m'a sollicité pour l'instant, donc Et ça, ce fait de leur donner envie, vous pensez que c'est plus vous en tant que confrère de même spécialité, ou que ça peut venir… je pense qu'il faut dire, il faut faire état d'une expérience. Voilà, je pense, ou même vous, une invitation, mais je pense qu'il y a tellement de sollicitations qu'une invitation de plus va passer un peu inaperçue. Je pense que c'est un peu une entreprise peut-être de séduction, quoi. Voilà. Je crois qu'ils ne sont même pas au courant que ça existe, en fait. Au début, on a volontairement voulu limiter parce qu'on avait peur que ça s'emballe, qu'il y ait beaucoup trop de monde, beaucoup trop d'échanges et qu'on n'arrive pas à analyser suffisamment. Donc, on avait volontairement limité au début les expérimentateurs des deux côtés. Et puis, on se rend compte finalement qu'on a été peut-être un peu trop modeste, un peu trop
trop réduit, quoi, qu'il faudrait probablement un peu plus de monde. D'un côté comme de l'autre, un côté généraliste, c'est un peu la même chose. Il faudrait qu'on recrute plus de gens qui veulent participer à l'expérimentation. On a la newsletter de l'Ordre des médecins en Isère qui est assez efficace, qui peut toucher tout le monde et motiver. Les freins, c'est quand même... nous, dans les autres domaines de téléexpertise, ce qui nous a débloqué, c'est l'outil qui a été efficient et la rémunération aussi, qui permet de pas avoir l'impression de gêner un expert, de lui prendre du temps pour qu'il juste nous rende service gentiment, quoi. C'est l'outil et la rémunération, c'est hyper important que ça fonctionne. Et là-dessus, après, naturellement, on va se rendre compte que c'est un super service, des interactions qu'il n'y avait pas avant. Et c'est intéressant, ça, pour tout le monde, ça. Mais il faut vraiment que l'outil soit le plus simple possible, le plus efficace possible. Ça, je pense qu'il faut qu'on retravaille, nous, à vraiment donner un document très simple. Et puis de la com régulière pour qu'on s'y approprie, effectivement. On sait que ça existe. Et au fur et à mesure, après, si on est content, ça se diffuse à nos groupes. Hein. Oui, dans les motifs de non-expérimentation, il y a des médecins aussi qui ont dit qu'ils avaient oublié, tout simplement, que ça existait. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on avait voulu faire un webinaire aussi, éventuellement que ça soit diffusable, rappeler un peu le principe et à quoi ça sert. Maïté, tu veux dire quelque chose? Tu as pu expérimenter, toi, ou pas? Pas le son. On voulait se remettre le son. Le microphone, il est en haut, à côté du gros bouton rouge. Ou Déborah, pendant que... Ouais. Du coup, alors moi, j'ai expérimenté, je crois, une fois avec Nejma, du coup. Alors, moi, je dirais que le principal frein, c'était d'écrire et d'arriver à raconter, de mettre des mots sur ce que je vivais. Et je pense que c'est le principal frein à une téléexpertise de psychiatrie. C'est-à-dire qu'en gros, avec les autres spécialités, c'est assez facile, on est assez factuel. Et là, du coup, il faut arriver à exprimer une situation avec des termes qu'on ne maîtrise pas toujours très bien. Et comme vous l'avez très bien dit, en fait, on n'a pas votre expérience et je pense qu'on manque de vocabulaire pour raconter nos anamnèses. Donc, je pense que des fois, à mon avis, c'est un frein. L'autre frein, c'est l'absence de correcteur d'orthographe et de traitement de texte de CISRA. Donc, ça, il faut vraiment que vous fassiez quelque chose. Parce que clairement, on tape. Enfin, voilà, moi, je n'ai pas appris je ne suis pas dactylo, je n'ai pas appris à taper sur un clavier. Donc, je me débrouille avec mes 10 doigts, mais en fait, une fois sur deux, toutes les lettres y sont, mais elles ne sont jamais dans le bon ordre. Donc, je passe des heures à relire, à recorriger les mots, et voilà. Donc, quand il y a un traitement de texte, ça me fait gagner un peu de temps. Voilà. Et puis, pour les autres raisons, alors j'ai peu sollicité, mais parce qu'en fait, finalement, sur les autres situations, j'ai pas eu de besoin tout de suite et je me suis dit que j'allais épargner mes confrères psychiatres pour pas les solliciter pour tout et n'importe quoi. Et j'ai choisi les situations qui étaient les plus merdiques. Parce que je me suis dit que si je le sollicite à chaque fois que j'ai un syndrome dépressif, anxio-dépressif et que je ne sais pas quel type d'antidépresseur, enfin voilà, il y a un moment, je trouve que c'est donc dans tous les avis qu'on peut solliciter, il en va aussi un peu de la façon dont nous on travaille. Donc si on appelle à chaque fois pour tout et pour rien, ça donne un peu l'impression qu'on n'est pas, on se forme pas, on n'est pas compétent, ou du moins voilà, ça peut transcender cette image-là. Donc, je pense que voilà, c'est. Mais en y réfléchissant, voilà, j'ai des nouvelles situations, donc sûrement je vais ressolliciter. Après, en pédopsychiatrie, je ne sais pas est-ce que la téléexpertise permettrait de nous aider, notamment dans les troubles du neurodéveloppement où il faudrait prescrire des traitements. Est-ce qu'on pourrait passer ça pour s'éviter une consultation? Je ne sais pas. Je me posais la question parce qu'en pédopsychiatrie, on peut avoir besoin d'aide, mais après, aujourd'hui, notre grande difficulté, nous, c'est d'avoir accès soit à un pédopsie, soit à un pédiatre pour mettre en route un traitement, ou pour discuter de la mise en route d'un traitement par méthylphénidate. Et donc là, moi, j'ai sollicité le CHU, par exemple, qui m'a envoyé directement en me disant s'il n'y a pas de facteur de comorbidité, il faut voir avec la ville.
Et la ville, la ville, je la connais. Donc, du coup, je suis avec j'en ai 3 là qui ont entre 7 et 12 ans, donc ils passent pas par la PCO, ils passent par, enfin voilà, et je sais pas quoi faire. Et j'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai pas le bon diplôme pour pouvoir éventuellement mettre un traitement. Et c'est un peu, je suis un peu limitée. Donc, je sais pas si ça peut se faire en téléexpertise. Voilà. Mais pour le coup, oui, et dernière chose, donc sur la com, alors oui, Colin, il y a la newsletter du Conseil de l'Ordre, mais contrairement à ce que tu penses, elle est très peu lue. Elle est lue beaucoup par certaines tranches de médecins, mais pas par tous les médecins. Il n'empêche que c'est une bonne idée. Je pense qu'après, au sein des médecins généralistes, on pourrait passer plutôt par ce qu'on appelait la newsletter de Gilles, qui a été reprise par Gaëlle, qui, elle, est beaucoup plus lue, mais qui ne touche que les médecins généralistes. Donc, de toute façon, il faudra la doubler avec celle du Conseil de l'Ordre. Et dans ce cas, effectivement, je veux bien en parler à Gaëlle, qui s'occupe aussi de la newsletter du Conseil de l'Ordre, pour peut-être faire un peu de communication là-dessus. Je ne suis pas sûre que les mails de l'IRPS soient tous lus, en fait. Donc, il y en a beaucoup, et voilà, et je pense qu'ils ne sont pas tous ouverts. On lit le titre et hop là. Ouais, voilà pour mon retour d'expérience. Et je souhaite que si le CSRA peut me dire qu'il va enfin mettre du traitement de texte, parce que c'est vraiment un frein pour l'utilisation pour plein de professionnels. Enfin, c'est vraiment le truc qui revient à chaque fois quand j'essaie de motiver les gens. Et voilà. Et quoi, je suis en train d'en parler avec le directeur du GCSA. C'est pour vous dire à quel point je prends les hautes sphères pour m'assurer que ce soit bien délivré à la bonne personne. Voilà. Très bien. Écoutez, voilà, si vous avez besoin de signatures, d'appuyer, vous n'hésitez pas. Ok, je note. Ça marche. Et Déborah, pour répondre à ta question, pour le coup, je pense que c'est une très bonne remarque, mais en fait, en tout cas, moi, j'ai pas du tout besoin que ça soit développé le mot, mais vraiment pas. Le nom du patient, c'est un syndrome dépressif, il a 40 ans, ça fait 2 ans que je l'accompagne, et ça suffit parce qu'en fait, de toute façon, on va échanger. En fait, c'est juste, quelque part, pour moi, la demande qui est faite, c'est plus de dire quand est-ce qu'on peut se parler que développer le problème, quoi. Et il n'y a pas besoin non plus de vocabulaire, c'est nous, plus ça va et plus on se parle. On se parle comme on se parle, et je pense que c'est un peu tous les médecins pareil, les mots et tout, tu vois, ça n'a pas d'importance. Et même les syndromes dépressifs simples, en fait, pour le coup, on apprend des trucs à la fac ou tu apprends des trucs dans les études, puis après, tu as la réalité. Et du coup, même ça peut être super intéressant de réinterroger ça, quoi. Ok. Mais l'idée de couler sous la demande. Ouais. Vous n'aviez pas pensé, pour le côté pratique, de pouvoir peut-être vous évoquiez un souci on va dire de formulation, de mise sous le mot de la demande. Vous n'avez pas pensé à direct convenir d'un petit entretien téléphonique pour peut-être le simplifier qu'avoir à tout passer par l'écrit, peut-être prendre plus de temps? Très franchement, je me suis interdit de téléphoner. En fait, je me suis dit, c'est la expertise, ça passe par l'écrit. Donc, ça ne m'est même pas venu à l'idée qu'on puisse s'appeler après la demande pour échanger et mettre des mots sur ce qui se passe. Donc, comme quoi, on se met des barrières. C'est de supervision, en fait. Oui, c'est là l'idée même de l'expérimentation, justement. C'est quand on a du mal à mettre les mots, qu'on a du mal à trouver les solutions, pouvoir échanger directement à l'oral avec un confrère psychiatre. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que vous pouvez le faire aussi directement par l'outil. Enfin, peu importe, vous pouvez juste donner votre numéro de téléphone et vous le faites à l'ancienne par téléphone, ça marche bien. Ou sinon, avec la visio, si vous avez ce contact visuel qui est appréciable, ça peut aider aussi peut-être. Voilà, les deux sont possibles, mais en tout cas, ça vous permet peut-être de faciliter votre demande plutôt que de partir direct dans de la rédaction compliquée, surtout s'il n'y a pas le correcteur. Donc, voilà, peut-être. Ça marche. Maïté, tu as trouvé le son ou pas? Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Bon, tu dis quelque chose. Ça m'a obnubilée, j'ai pas trop suivi les tout derniers échanges, donc je sais pas, c'est peut-être redondant. Moi, j'avoue que j'ai jamais encore demandé, parce que moi, ce qui me pose le plus de problème quand j'ai besoin d'un avis psychiatrique, c'est que c'est pas forcément d'un avis ponctuel, en fait. C'est quand je suis en difficulté avec un patient. Par exemple, nous, sur la vallée du G, c'est hyper compliqué, il n'y a pas de CMP, il n'y a personne. Donc, quand je me retrouve avec un schizophrène avec 4 neuroleptiques, je ne sais pas faire, et je n'ai pas juste besoin qu'un psychiatre me dise augmenter ci, baisser ça, changer comme ça. En fait, j'ai besoin d'un suivi. En fait, à chaque fois, je me dis, tiens, je pourrais l'utiliser. Je me dis, ouais, mais il va me donner un truc. Mais en fait, j'en fais quoi après? Ça va être pareil dans un mois. Enfin, voilà.
Et je me retrouve, en pédopsie, par exemple, un ado qui fait des passages à l'acte, etc. C'est bien un avis ponctuel, mais en fait, ce qui me manque furieusement, c'est surtout sur le long terme, quoi, le suivi. Et j'ai pas eu le cas, en fait, où j'avais besoin que ponctuellement qu'on me dise, alors ça arrive des fois sur un traitement ou quelque chose de très ponctuel, mais souvent je me dis, ouais, mais et après, on va me donner un avis, mais voilà. Donc, en fait, je pense, moi, mon frein, en tout cas dans les situations que j'ai eues, ça a été souvent ça, ce problème-là, en fait. Que l'avis ponctuel de psy ou pédopsie, oui, mais et après, quoi. Et du coup, tu t'en es débrouillé comment ? C'est pas que des avis sur les médicaments, ça peut être des avis de qui peut t'aider à intervenir dans la prise en charge, quelles limites toi tu peux mettre, à quel moment tu peux dire écoutez, là il y a trop de passages à l'acte, on va faire une hospitalisation, pour moi c'est plus possible. Je peux accompagner cette personne que s'il y a ça qui est mis en place. Les médecins généralistes, il y a un truc quand même assez spécifique à votre spécialité, c'est que tout est accepté. Nous, en libéral, on n'accepte pas tout le monde. Moi, il y a des patients en libéral, je ne peux pas les suivre. Les patients qui devraient être en CMP, moi j'en ai eu, qui ont fait des passages à l'acte, qui ont fait des hospitalisations sur contrainte et tout, à qui je dis que je ne peux pas suivre, en fait. C'est trop lourd pour moi. Ben oui, mais ceux-là, ils se retrouvent chez nous, en fait. Et voilà. Oui, ceux-là, ils se retrouvent chez vous. Et des fois, ils se retrouvent chez nous aussi. Mais malgré tout, on n'arrive pas à tout filtrer. Mais la question de la limite, elle peut vous arriver à vous aussi. Vous pouvez aussi dire que c'est pas possible pour vous, en fait. Mais c'est vrai que je me suis jamais trop posé la question d'en dire est-ce que je peux continuer à les suivre ou pas, parce que quand c'est nos patients en médecine générale, ça se pose pas trop. Ils arrivent, ils sont là, on fait avec ce qu'on a comme on peut. Donc en fait, c'est vrai que moi je me suis jamais dit je vais demander pour un problème de suivi de psychothérapie ou de quelle limite je mets ou quoi. C'est plutôt de me dire mais là je sais pas faire. Je sais pas faire parce que c'est pas de ma compétence, mais d'avoir un avis ponctuel, oui, mais voilà. Et je pense, moi, après, très souvent, il y a des situations où tu es bloqué comme ça. Tu passes par une hospitalisation où tu dis dans ton courrier où tu envoies le patient que tu ne peux plus le prendre en charge dans la suite et qu'il faudra faire une demande CMP. Et des fois, l'hospice permet de débloquer l'arrivée en CMP ou tu vois, une construction de soins. Des fois, non. Mais que tu aies en tête maintenant pour le reste de ta carrière de te dire est-ce que je peux prendre ce patient en charge ? Ça peut changer beaucoup ta patientèle psy, quoi. Parce qu'il y a des patients psy, c'est très, très compliqué, quoi. Ah oui. Oui. Mais bon, voilà, nous on n'a pas de responsabilité. On n'a pas de CMP. Chez nous, au CMP, il n'y a pas de psychiatre. Ils ont tous démissionné, il n'y a pas de psychiatre. Ah ouais, non, mais donc, en fait, ils vont en hospice, on nous dit ça relève du CMP, il n'y a pas de CMP, allez voir votre médecin traitant. Donc, voilà, moi, je suis des patients avec sous-aldol, avec 4 neuroleptiques, je ne sais pas faire. Et quand la famille me dit, oui, mais là, ça ne va plus, et que l'ordonnance, elle est pour moi monstrueuse, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en faire. Voilà. Et du coup, c'est vraiment ça où je me dis, je vais demander, je vais demander, mais quoi, en fait. Voilà, ça me paraît tellement pas pour moi que je ne sais même pas qu'est-ce que je vais poser comme question en téléexpertise, parce que. Après, c'est pas parce que la situation, elle est hyper critique sur le territoire que tu as à tout prendre, tu vois. Oui, enfin, j'exagère. Non, mais tu vois, il y a des passages à l'acte, par exemple, c'est super dangereux, quoi, des patients qui sont toujours dans le passage à l'acte. Oui. Mais on fait quoi? Enfin, je veux dire, avec ces jeunes, par exemple, on a pédopsychiatrie qui font 4 passages par mois aux urgences psychiatriques de Saint-Étienne et que personne suit et qui nous reviennent sans arrêt, que les parents nous appellent 3 fois par semaine et que l'école nous appelle, l'infirmière scolaire, on en fait quoi? Donc moi, appeler un pédopsie, je veux bien, mais moi, ce que je veux surtout, c'est qu'ils le suivent, en fait, qu'ils passent le relais. Et voilà, moi, vraiment, mon frein sur les 4 ou 5 fois que j'ai eu à me poser la question sur l'année, c'était un peu sur des situations comme ça, compliquées ou. Voilà. Parce que là, c'était pas juste d'avoir un pédopsie qui me dise oui, il faut instaurer tel antidépresseur, parce que moi, chez un ado, je ne sais pas faire. Mais oui, mais après, je veux dire, ça ne suffit pas de lui mettre l'antidépresseur, je ne sais pas faire une psychothérapie d'ado, je ne sais pas. Voilà quoi. Mais pour reprendre, je crois que élaborer votre limite, c'est important aussi de vous dire non, là, c'est pas possible, il faut demander une hospitalisation, ça peut être important. Concernant les ados et les enfants, c'est vrai que là, on a un vrai problème. Je veux dire, d'hospitalisation, même quand moi je suis à Lyon, même à Lyon, on a un problème d'hospitalisation. Je veux dire,
Quand ils sont hospitalisés, ils sortent la plupart du temps plus traumatisés par l'hospitalisation que voilà. Donc, le sport actuellement, c'est d'éviter l'hospitalisation à tout prix, c'est de faire autrement. Donc, c'est vrai que ça demande beaucoup de temps. Et c'est vrai que nous, on est dans une temporalité qui est différente du médecin généraliste. Vous n'avez pas le temps de faire ce soutien. Et là c'est vrai que vous pointez une carence territoriale de soins d'institutions psychiatriques. Et c'est vrai que la télésupervision ne peut pas vous aider. Mais par contre, elle peut vous aider aussi à pointer vos limites. Mange pas, vas-y, fais. Non, mais allez formuler. Voilà, formuler vos limites, dire les choses, quoi. Et puis, de vous sentir aussi conforté dans ce fait-là, hein, parce que ça ne doit pas être simple. Mais de toute façon, l'idée de l'expérimentation est partie exactement d'une discussion comme tu viens de nous donner, hein, Maïté. Hein. Parce qu'on avait échangé en se disant, mais il n'y a plus de CMP, il n'y a plus de psychiatre en libéral, l'hôpital, il nous les renvoie. Quelles solutions quelques petites aides on peut apporter. On est bien d'accord avec toi que ce n'est pas la panacée. Hein. On aimerait bien avoir tous un pédopsychiatre pas loin de chez nous, qui ait de la place. Et c'est pas le cas. On s'était dit, avec c'est le docteur Jurus, entre autres, qui avait dit, mais ça peut peut-être quand même apporter une petite pierre à l'édifice pour que ce soit un peu moins difficile. Mais on est bien d'accord que ce n'est pas la prétention d'être la solution à la difficulté de la mais il y a la question, enfin moi, les échanges que j'ai avec mes amis médecins généralistes sur des situations difficiles, ça porte souvent sur des situations est-ce que je dois faire une information préoccupante ou pas? Et c'est vrai que de se retrouver seul dans son cabinet pour ce genre de choses, surtout en pédopsie, ça peut, au sujet des enfants, même nous, en pédopsie, moi en pédopsie libérale, lorsque j'ai une situation comme ça, j'appelle un groupe pour en parler, pour essayer de ne pas prendre la décision seule. Et c'est vrai qu'on peut être aussi un recours pour ce genre de décision. Et puis, je pense à vos prescriptions dont vous parliez, docteur, de Ritaline. C'est vrai qu'on prescrit beaucoup de Ritaline actuelle. Est-ce qu'il faut aussi arriver à grader les prescriptions? Il y a eu des gros manques de Ritaline. On ne pouvait plus initier certains traitements. Donc, c'était peut-être même pas la peine de demander un avis parce qu'en théorie, on ne pouvait plus les initier. Mais ça, peut-être que ça peut aussi être une discussion de savoir s'il y a vraiment une indication ou pas, vers quelle structure se tourner. Est-ce que l'hospitalier, est-ce que c'est pas de l'hospitalier, est-ce qu'il faut une prescription? Ça peut vraiment être une aide à la prise de décision. Hein. Voilà, ça peut vraiment être ça, hein, et notamment pour la Ritaline. Ok. Voilà. Ouais, je vais les trois situations là. Alors il y en a une, je vais quand même l'envoyer au CHU parce que c'est un peu plus complexe et que je pense qu'il faut quand même qu'ils en acceptent une sur les trois, et que voilà. Mais les deux autres, oui, effectivement, je vais prendre le temps de vous solliciter, ouais. Rassurez-vous, on est libéral en pédopsie, on est en théorie habitué à prendre des situations comme au CHU. Enfin, je veux dire, après, il n'y a pas, il n'y a pas de gradation parce qu'à l'heure actuelle, de toute façon, on peut leur adresser personne. Donc, se garder dans nos situations difficiles et voilà, on sait faire. Enfin, moi, je ne me sens pas en danger, vous voyez. Non, c'est plus par rapport aux patients, en fait. C'est plus le milieu social et les habitudes qu'ils ont. Ils connaissent très bien le CHU, ils y sont à l'aise, ils se sentent, ils s'y sentent en sécurité. Enfin, c'était plus pour d'autres raisons, mais ok, j'entends bien. Mais alors du coup, moi, pour c'est Maïté. Moi, je me freinerais pas si j'étais toi, parce que alors l'expérience que j'ai quand même moi, c'est que à chaque fois qu'on raconte nos histoires médicales à qui que ce soit, et bien juste le fait de la raconter, déjà, tu trouves des fois des réponses. Ça a un effet thérapeutique aussi, parce que des fois, on en a quand même gros sur la patate aussi de ne pas réussir à trouver de solutions. Et je trouve que c'est quand même chouette. Et très franchement, il n'y a pas beaucoup de spécialités avec qui on fait ce qu'on est en train de faire là ce soir. Et du coup, ça, je trouve que c'est quand même très, très, très bien et très sympa. Et c'est bien appréciable d'avoir des psychiatres qui acceptent de jouer le jeu et de travailler avec nous. Voilà, c'est un partenariat, c'est gagnant-gagnant. Et le patient, tout le monde y gagne en fait. Et je trouve que c'est
C'est vraiment chouette. Donc, tu ne devrais pas t'interdire de poser des questions. Et puis, je me suis fait traîner ça avance toute pas seule, et au mieux. C'est ça, je me suis traînée tout seul, mais j'aurais dû peut-être solliciter. Bah, l'idée, c'est vraiment une aide confraternelle. Au départ, c'était vraiment l'idée d'une aide confraternelle. C'était même l'idée qu'un médecin psychiatre de Lyon puisse aider un confrère qui exerce au fin fond du Cantal, qui est complètement bloqué, qui n'a pas de solution, qui n'a aucune ressource autour de lui, de lui apporter un soutien confraternel. Pas réformer tout le système. Non, bah, bien sûr. Mais voilà, comme l'ont dit Maïté, moi, ça m'est arrivé de suivre une patiente anorexique qui était à 40 kilos, à qui j'ai dit écoutez, moi, je peux vous suivre que s'il y a le médecin généraliste dans la boucle, que si vous allez le voir une fois tous les 15 jours et que vous faites des bilans biologiques réguliers. Toi, tu pourrais très bien dire je peux vous suivre, continuer à vous suivre que s'il y a un psychologue parce que j'ai pas le temps, que je peux pas. Et que là, en fait, il n'y a pas de psychiatre, qu'il n'y a pas de place à l'hôpital, c'est compliqué. Donc, il me faut un psychologue. Moi, il y a plein de patients à qui je dis ça. Il faut un psychologue absolument dans la boucle. Si c'est compliqué, c'est une fois tous les 2 mois. Il n'y a pas de souci, mais il m'en faut un. Et du coup, il y a un truc, penser à plusieurs, c'est quand même assez chouette parce que tu es soutenu, puis tu as des idées auxquelles tu n'aurais jamais pensé que c'était possible. Mais c'est vraiment du bricolage. Je suis d'accord qu'on ne va pas réguler le problème de fond sur le territoire, mais que toi, tu as l'impression d'avoir encore un petit peu de pouvoir, encore un petit peu de marge de manœuvre quand mentalement, tu n'en trouves plus parce que tu es acculé, quoi. C'est ça, en fait, de parler dans la psychiatrie, c'est de penser à plusieurs parce qu'en fait, on ne pense plus. On est envahi par le problème de l'autre et on n'arrive plus à… En fait, on prend le symptôme du patient qui n'arrive plus à trouver de solution. Du coup, quand on est un trio, ça marche mieux. Il y a le patient, il y a toi, il y a quelqu'un d'autre, ça marche mieux. D'autant plus que les situations sont difficiles. Ça marche bien. De quoi? D'autant plus que les situations sont difficiles. Ça marche de plus en mieux. Il y a une espèce de potentialisation aussi des effets. Et puis, les patients sont souvent quand même eux-mêmes morcelés, clivés. Alors, ça les aide aussi un petit peu. Ils déposent un truc à un endroit, un truc à un autre endroit. Et puis soit en tant que soignant, on a besoin aussi de se sentir soutenu. Je pense que c'est vraiment le premier mouvement là, avec cette histoire, dans cette initiative. Bien, il va falloir qu'on conclue après ces échanges. Merci beaucoup. Le groupe de travail, nous, on va retravailler un petit peu avec les pistes qu'on a eues. Il y a des choses intéressantes qui se sont dites. Je pense que si les uns les autres, on connaît d'autres confrères qui veulent rentrer dans l'expérimentation, il faut leur la proposer pour qu'on soit de plus en plus nombreux à échanger. Et puis, on se laisse le temps. Je crois qu'on en a parlé entre nous. On aurait aimé que les choses aillent peut-être plus vite, avancer. On se dit que c'est un projet qui en vaut vraiment la peine, qui peut nous apporter une aide cruciale dans les années à venir. Donc, ça vaut le coup d'échanger, de voir ce qui bloque, ce qui est intéressant, ce qu'il faut améliorer. Donc, voilà. Je ne sais pas si quelqu'un veut redire un autre mot ou si on s'en arrête là. C'est bon. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci.